Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Moi, je vais vous parler de 3 romans qui m'ont accompagné la semaine précédente. Et on commence tout de suite avec La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta, publié aux éditions du Livre de Poche. Je vous mettrai la petite vignette ici. Alors, c'est un très court roman. Il est vendu au bénéfice de l'UNICEF. Donc, l'intégralité du prix de vente du roman sera reversée à l'UNICEF. Achetez-le, c'est une très bonne action et vous ferez du bien aux enfants du monde entier. Donc, dans La Faiseuse d'étoiles, c'est un très court roman, comme je viens de vous le dire, écrit par Melissa d'Acosta. C'est l'histoire d'un petit garçon, il s'appelle Arthur, et dès le début du roman, on comprend que sa maman est très malade. Sa maman a une très grave maladie et pour éviter de lui plomber son enfance à ce petit garçon, et ben sa maman, elle décide de lui dire que elle va partir. Elle va partir en mission sur une planète éloignée de notre système solaire. Et donc, du coup, elle va préparer son voyage. Elle va lui faire... lui dire comment qu'elle va se préparer pour cette mission, en cachant tout le côté mauvais de la maladie, tout le côté triste de cette maladie. Elle va lui faire un monde, elle va lui créer un monde de magie, un monde de fantaisie, un monde plein de poésie, pour que ce petit garçon passe une enfance un peu protégée de ce qui se passe autour de lui. C'est une très belle histoire, une magnifique preuve d'amour de cette maman à son petit garçon. On a aussi tout le côté familial, tout le côté à ce papa qui essaie de soutenir son épouse du mieux qu'il peut dans sa maladie et qu'il essaie de la soutenir dans le monde qu'elle a créé pour son petit garçon. Il essaie d'être là pour lui, pour ce petit garçon, et avec toute sa fragilité, avec tout son désarroi aussi face à ce qui se passe. Et on voit aussi petit à petit ce petit garçon qui grandit et qui finit par comprendre ce qui se passe. Et là tout explose. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment une très belle histoire. Le roman est assez court, donc il faut vraiment le découvrir. Si vous aimez la plume de Melissa d'Acosta, allez-y. Si vous ne connaissez pas la plume de Melissa d'Acosta, allez-y aussi. C'est une très belle histoire. J'ai chialé ma race à la fin. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est quand on lit ces mots, on ne peut pas faire autrement que de pleurer toutes les larmes de son corps. C'est extrêmement émouvant. C'est très triste, mais c'est en même temps très beau. Un très beau message de cette maman vis-à-vis de la maladie, vis-à-vis de l'amour qu'elle a pour son petit garçon, par-delà la maladie. C'est vraiment une très belle histoire. Franchement, je vous encourage vraiment à la découvrir, car ce serait quand même dommage de passer à côté. Et si vous l'achetez, eh ben vous ferez également une très bonne action pour les enfants de l'UNICEF. Ensuite, j'ai lu Pyramide de Romain Benassaya, ici, qui est paru initialement aux éditions Critiques, je crois, et que j'ai écouté en audio grâce à Nextory. Et j'ai passé un excellent moment avec ce roman SF que je voulais lire depuis fort longtemps et que je n'avais jamais eu l'occasion de le faire, en fait. Et quand j'ai vu qu'il était dispo sur Nextory en audio, eh ben j'ai sauté le pas. C'est pour ça, c'est ça qui est bien aussi avec les livres audio, c'est que si vous avez envie de lire un livre et que ça vous fait un peu peur de le découvrir parce que vous ne savez pas si ça va vous plaire ou pas, et ben l'audio, franchement, c'est le compromis idéal pour savoir si ça vous plaît ou non. Donc,
je me suis embarquée dans l'écoute de ce livre audio et grand bien m'en a pris parce que j'ai passé un excellent moment, encore une fois, à l'écoute d'un roman SF. Rappelez-vous, cet été, j'ai découvert la série The Expanse, aussi grâce à Nextory, et j'avais passé un super moment de lecture. Et ici, avec Pyramide, eh ben, ça a fait pareil. On découvre un équipage qui sort d'une stase, alors d'une phase d'endormissement plus ou moins longue. Ils sont partis de la Terre pour découvrir un nouveau système. Et quand ils se réveillent, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils sont restés en stase beaucoup plus longtemps, mais alors beaucoup plus longtemps qu'initialement prévu. Et donc, ils vont découvrir là où leur vaisseau s'est arrêté. Ils vont découvrir l'endroit où ils sont. Et ils vont apprendre à vivre en communauté restreinte dans ce nouvel environnement. Et ils vont apprendre, grâce à des petits insectes qu'ils appellent les bâtisseurs, ils vont essayer, ils vont nouer, c'est même pas qu'ils vont essayer, ils vont nouer une relation entre ces petits insectes et les humains, et cette relation va grandir petit à petit. La communauté va grandir également, et quelques membres de cette communauté vont continuer à explorer les environs. Et pendant tout le roman, on va découvrir de nouvelles choses, de nouveaux rebondissements. Et surtout, la vie dans cette communauté va être empreinte de complots pour s'arroger le pouvoir. Voilà, vivre en petit comité, eh ben, ça peut engendrer beaucoup de ressentiments, comme on va pouvoir le constater dans ce roman. Il va y avoir des combats, il va y avoir des guerres, il va y avoir beaucoup, je vous dis beaucoup de rebondissements, mais il y a aussi énormément de choses à apprendre, de peuples que l'on ne connaît pas. Et on revient encore une fois à la peur voilà, quand on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et ben on rentre en guerre, on attaque avant d'essayer de comprendre l'autre. Et ça, c'est extrêmement dommageable. Mais voilà, c'est ainsi que va le monde. Et Romain Benassaya, dans Pyramide, le montre encore une fois. J'ai adoré les personnages. J'ai beaucoup aimé les bâtisseurs. J'ai beaucoup aimé Vert de Gris. Il avait vraiment ce bon sens, cette envie d'apprendre de l'autre, cette envie de connaître l'autre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le personnage de Johanna est aussi extrêmement complexe. Elle va passer par différentes phases. Alors, il y a des phases auxquelles le lecteur va adhérer. Et il y a des phases où on va lui dire « Johanna, tu déconnes ». Johanna, tu déconnes à plein tube, arrête ça tout de suite, reviens parmi nous. Et franchement, j'ai adoré ce roman SF. Il est vraiment accessible pour ceux qui débutent dans la SF. Il n'y a rien de très compliqué, ça peut se suivre vraiment aisément. Je vous dis, à l'écoute, ça passe comme une lettre à la poste. Je pense qu'à l'écrit, ça peut aussi très bien passer. Donc voilà, je vous conseille vraiment Pyramide si vous ne l'avez pas encore lu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Franchement, j'adorerais débattre avec vous de ce qui est dit dans ce roman. Mais en tout cas, c'est une très belle découverte que j'ai faite encore grâce à Nextory. Enfin, j'ai lu, et ça va être le coup de cœur de cette vidéo, j'ai lu en service presse numérique grâce à NetGalley cette fois-ci. J'ai lu le dernier roman de Ragnar Jonasson, coécrit avec Catherine Jacobsdottir, je crois que c'est son nom, qui est là, si je ne me trompe pas et si j'ai bien lu, la première ministre islandaise. J'ai lu Reykjavik, qui est sorti alors attendez, sorti le 8, je crois que, voilà, c'est sorti vendredi dernier. Je sais tout, le 8, vendredi ou samedi, je sais plus. Enfin bref, il est sorti la semaine dernière aux éditions La Martinière.
C'est un énorme coup de cœur. C'est le coup de cœur que je n'attendais pas, parce que franchement, je m'attendais à lire un polar islandais, mais je ne m'attendais pas à ça. Dans ce roman, on découvre ce roman avec la disparition d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Lara, et elle a disparu un soir d'août 1956 sur la petite île de Vidé. Cette jeune fille travaillait pendant l'été au service d'un couple de gens de très très bonnes conditions. Lui est avocat, elle est femme au foyer. Et un soir, elle leur annonce qu'elle va quitter leur service, elle va retourner à Reykjavik, et ça va être la dernière fois qu'on la verra vivante, car elle ne retournera jamais à Reykjavik, et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle s'est suicidée? Est-ce qu'elle a pris un bateau pour disparaître complètement? Bref, toutes les pistes sont possibles, et on va envoyer un jeune enquêteur au lendemain de la disparition de la jeune fille, car les parents sont très très inquiets étant donné que leur fille n'est jamais rentrée à la maison. Et il va commencer son enquête, mais on va lui faire comprendre que cette jeune fille, elle a très probablement décidé de se suicider ou de disparaître, et que il ne faut pas embêter certaines personnes haut placées sur cette île. Et donc, les années vont passer, 10, 20, 30 ans, sans qu'on ait jamais la moindre piste sur ce qui est arrivé à Lara, et surtout sans réapparition de Lara. Car pour l'enquêteur en charge de l'enquête depuis le début, il avait quand même l'espoir que cette jeune fille était vivante et qu'elle ferait sa réapparition un beau jour. Et au bout de 30 ans, un jeune journaliste, Valur, va décider de reprendre l'enquête et réussir là où tout le monde, même la police, a échoué, à savoir retrouver Lara. Il va reprendre l'enquête du début, il va reprendre les articles presse qui sont parus dès le début de l'affaire, et il va réinterroger tous les protagonistes, et lui, il a vendu ça à son rédacteur en chef. Je vais retrouver Lara, je vais découvrir ce qui est arrivé à Lara en 1956. Je vais découvrir ce qui s'est passé il y a 30 ans. Et donc, il reprend son enquête, et on en est là. On suit cette enquête, on suit ce jeune homme plein de passion, plein de... Ah là là, il est extrêmement motivé. Alors, est-ce que c'est l'appel du scoop ou est-ce que c'est la quête de la vérité qui le pousse à mener cette enquête? J'en sais rien. En tout cas, il est extrêmement motivé. Et là, les auteurs ont décidé de faire quelque chose qui change absolument tout. Toutes les cartes sont redistribuées. Et là, quand j'ai lu ce passage-là, je vous dis que je vous le dis, j'étais dans le tram, j'étais en train de tranquillement de lire dans le tram. Et là, je lis ce passage qui change absolument tout. Et là, pas de bol, j'arrive à ma destination. Donc, je suis obligée de descendre. Et là, je dis, ah bah non, c'est pas possible, ils n'ont pas fait ça. Donc, je me dépêche de rentrer. Et j'entame le chapitre suivant. Et là, je m'aperçois que oui, ils l'ont vraiment fait. Et là, je lui dis, ah, mais c'est pas bien de faire ça. Non. Donc du coup, à partir de ce moment-là, s'ouvre un autre roman. Encore autre chose. On repart encore sur autre chose. Je vous dis, les cartes sont entièrement redistribuées. Et on repart dans l'enquête. On repart dans l'enquête. Mais avec les cartes complètement redistribuées. Et il y a, j'ai lu ce processus une seule fois, et c'est Maxime Chatham qui l'avait fait. Et je peux vous dire que j'avais engueulé Maxime Chatham dans ma tête, de vive voix, quand je l'ai vu, parce que j'ai dit, c'est pas possible de faire ça au lecteur. C'est très très méchant de faire ça au lecteur, mais alors c'est méchant, mais c'est en même temps tellement jouissif de repartir sur complètement autre chose. Ça change complètement la donne. Et j'ai lu, voilà, j'ai dévoré ce roman. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et pourtant, je sais que dans le polar islandais, d'habitude, c'est très lent de se mettre en place et tout. Et là, franchement, Ragnar et Christine, ils ont mis un coup de pelle derrière la tête du lecteur.
C'est extrêmement bien fait. Franchement, je vous conseille Reykjavik. C'est un one-shot. C'est absolument génial. On se resitue dans les années 80. Donc, on est vraiment immergé dans ces années 80. Alors, moi qui ai grandi dans les années 80, franchement, ça m'a parlé. Mais ils ont vraiment bien redécrit l'ensemble de ce qui se passait dans les années 80. Alors après, en Islande, je ne sais pas comment ça se passait dans les années 80, mais bon, grosso modo, dans le monde entier, on vivait à peu près la même chose. C'est énormissime ce qu'ils ont fait. C'est un énorme coup de cœur pour ma part, pour Reykjavik. Je ne saurais trop vous conseiller de foncer sur ce roman. Alors voilà, c'est à ma petite échelle, c'est à mon humble avis, mais je vous encourage vivement à foncer en librairie pour acheter Reykjavik et le lire. C'est une super pépite, c'est mon coup de cœur de la semaine. Franchement, allez-y. Je ne saurais, voilà, je peux pas vous en dire plus, mais ne serait-ce que pour ce qui se passe dans ce roman, à un moment, ce revirement de situation qui redistribue toutes les cartes, qui change absolument tout, ben, ne serait-ce que pour ça, je vous encourage vivement à découvrir Reykjavik. Voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu cette semaine. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai donné envie. Je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin bref. Ah mon Dieu, je suis fatiguée, on n'est que lundi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour moi, je vous dis, je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle journée, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!